assiste-t-on à la mort du fact-checking? Et oui, l'affaire Epstein a tout fait péter. On va revenir sur nos amis fact-checkers avec nostalgie, avec bonheur, avec plaisir, avec une pointe de colère et surtout avec l'envie de mettre les choses à plat. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Évidemment, le fact-checking, on en a beaucoup trop parlé ces dernières années. Avec le Covid, ils ont touché un peu leurs heures de gloire, hein, je veux dire. C'était la belle époque. C'était voilà, le grand moment. Ils étaient au top, ils étaient au firmament, j'ai envie de dire. Fier maman, fier papa, attention, on est en 2026, je m'adapte. Et donc, le fact-checking, on en reparle un petit peu aujourd'hui avec cette affaire Epstein, parce que avec cette déclassification des 3 millions de documents, ça rebat les cartes, et puis deux camps s'affrontent, les complotistes, entre guillemets, qui nous disent « Ah ben vous avez vu, on avait raison », et les anticomplotistes, entre guillemets là encore, qui nous disent « Ah ben non, vous avez toujours pas raison, vous êtes des cons ». Bon, qu'est-ce qui reste au milieu de tout ça ? Même au juste milieu, j'ai envie de te dire. C'est le nom de la chaîne. Voilà, si tu vois cette vidéo, t'étais pas au courant. Bon bah maintenant tu le sais. Qu'est-ce qui nous reste dans tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut penser ? Un petit peu de tout ça. J'avais envie de remettre les choses à plat et de revenir sur des bases. Parce que le fact-checking est quand même au départ un détournement majeur. Voilà, pour pas confondre avec les sujets que l'on va évoquer. Un immense détournement, et c'est important, même si on avait dit ça à plusieurs reprises, pendant le Covid notamment, mais c'est important d'y revenir. Voilà, on a un goût de reviens-y, comme on dit. Le rappel de ce qu'est le fact-checking au départ, parce que c'est un grand détournement. Les dés ont été pipés très très tôt, parce que ces bases-là, on ne les rappellera d'ailleurs jamais assez, nous ramènent tout droit à cette fameuse charte de Munich. Et évidemment, la fameuse charte de Munich, le code déontologique des journalistes, le code que tous les journalistes sont censés respecter. Alors malheureusement, il n'y a pas d'autorité au-dessus, comme chez les médecins, par exemple, qui peut vérifier la bonne application. Mais cette charte de Munich qui apparaît autour des années, si je ne dis pas de conneries, c'était début du XXe siècle, je vais vous donner l'adresse. Non, ce que je raconte, c'est 1971, la signature officielle. Cette charte de Munich, quand bien même ça change pas ce que j'allais vous dire, nous rappelle des choses très importantes. Regardons déjà le petit 1, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Alors, ok, elle est de Munich, cette charte, mais bon, c'est la vie. Mais... en fait, fin de la vidéo. Fin de la vidéo, c'est-à-dire le journaliste doit respecter la vérité. Point. Donc, quand je vous dis que le fact-checking est un immense détournement, c'est un détournement déjà déontologique. C'est que la première phrase de ce code déontologique que sont censés respecter les journalistes explique bien que le fact-checking est une supercherie, dans la mesure où tous les journalistes sont censés respecter la vérité. Donc, celui qui ne respecte pas la vérité n'a pas besoin d'une espèce d'autorité morale que serait le fact-checking pour le remettre sur le droit chemin. Il n'est juste pas considéré comme un bon journaliste. Il ne respecte pas sa propre déontologie. Donc, de base, le fact-checking est une escroquerie. Parce qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est aussi une double escroquerie au niveau du 9e point de la charte de Munich. Si vous regardez, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'acceptez aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. Et là aussi, deuxième détournement de l'esprit du journalisme, et c'est le fait de dépendre d'annonceurs, de dépendre d'instances extérieures du média pour lequel vous travaillez, qui va vous rémunérer et où vous donner des consignes. Et regardez, aujourd'hui, les fact-checkers sont pour beaucoup dans cette démarche-là. Ils sont rémunérés par des médias qui, en plus de leur qualité de journaliste, vont les nommer fact-checkers et vont être censés faire ce travail-là. Sans parler des financements extérieurs qui n'ont rien à voir avec le monde des médias. C'est par exemple la fondation de la Shoah, qui est l'un des principaux financiers de Conspiracy Watch, de Rudi Reichstadt. On y viendra dans quelques instants. Donc, ce genre de financement n'est pas illégal en soi, mais par contre, il n'est pas déontologique. Il va à l'encontre de l'esprit de la charte de Munich. Donc, à partir de là, les dés sont pipés. Les dés sont doublement pipés. Donc, la vidéo serait un peu courte si je vous disais, de toute façon, les fact-checkers sont des escrocs de base. Parce que le monde du journalisme n'a pas besoin de ça. Donc, c'est un rappel que je trouve important, vraiment, qu'on garde bien ça en tête. C'est que après on va rentrer dans des bisbilles de camps, les complotistes, les anticomplotistes, j'y viens dans quelques minutes. Mais
de base, le fact-checking a été détourné de son esprit initial. Et même si on regarde l'histoire du fact-checking, c'est-à-dire que, j'ai remonté un petit peu le temps rapidos pour vous donner les éléments, l'ancêtre du fact-checking, on va dire, apparaît dans les années 20, 1920, avec des services de vérification interne qui se mettent en place dans des grands journaux, notamment américains, c'est-à-dire des journalistes qui vont être nommés, en tout cas qui vont être sélectionnés, pour vérifier tour à tour, d'ailleurs il n'y a pas de mec fact-checker fixe, mais chaque journal, il y avait une sorte d'unité, si vous voulez, en charge de vérifier les articles de leur propre journal. Donc, vous imaginez une rédaction avec 10 bonhommes, et bien il y en a 2 qui sont en charge de relire, vérifier, aller regarder les articles de leurs collègues, vérifier ce qui va ou ce qui ne va pas. Les amis, petite interruption dans votre programme pour une grande annonce. Vous le savez, la tournée du spectacle Zinzin continue plus que jamais. Un spectacle remodelé pour s'adapter à toutes les conneries du temps. Et je peux vous dire que il y en a, donc je vous donne rendez-vous pour ce début d'année 2026. Ce sera à Montélimar, la toute première date de l'année, 24 janvier 2026. Ensuite, Bruxelles, chez nos amis belges, le 7 février. Châteauroux, le 13 février 2026. Puis Metz, le 28 février. Et Brive-la-Gaillarde, le 21 mars. C'est la première fois que je viens à Brive. J'ai hâte de vous rencontrer à travers toute la France, les amis. L'aventure du spectacle Zinzin continue pour se fendre la gueule dans un véritable espace de liberté où on peut vraiment parler de toutes leurs conneries et de plein d'autres sujets. Je vous donne rendez-vous, lien en description pour accéder à la page avec toutes les dates et prendre vos billets. Et donc le fact-checking, au départ, c'est ça. Ce sont des journalistes qui, au sein de leurs médias, vont vérifier le travail de leurs collègues. Donc il y a un esprit de groupe et il y a surtout un esprit de crédibilité pour le journal, de dire on ne peut pas proposer des conneries à nos lecteurs. Ça va commencer à partir en cacahuète en 1940, enfin entre 42 et 43 exactement, du côté du Boston Herald, donc un gros journal du côté de Boston. C'est dans le titre. Voilà. Si vous avez répondu Montélimar, vous n'êtes pas bon. Boston Herald. Et il va y avoir une rubrique qui est restée célèbre qui s'appelle la clinique des rumeurs. On est en 1940, dites-vous, dans les années 40. La clinique des rumeurs, et l'objectif du journal, c'était de dédier quelques pages à la vérification de rumeurs relayées parce que déjà à l'époque, les Américains redoutaient que ces rumeurs proviennent du camp ennemi, de la propagande adverse. Et l'objectif était, en tout cas pour le Boston Herald dans un premier temps, d'insérer une rubrique dédiée à ça pour vérifier les rumeurs et expliquer la vérité contre ces rumeurs identifiées. Alors que la crainte initiale était la lutte contre la propagande. Donc sur certains sujets, en temps de guerre qui plus est, ça devenait un peu propagande contre propagande. Et là, en fait, il y a presque 100 ans maintenant, on est dans l'esprit du fact-checking actuel. C'est-à-dire des journalistes qui ont des donneurs d'ordre, médiatiques ou non, et qui sont censés vérifier des informations, distribuer la vérité et lutter contre des influences extérieures, voire intérieures, les complotistes bien de chez nous, la Russie, en gros les ennemis identifiés. C'est exactement le même esprit. Ça n'a pas bougé d'un sucre. Donc le fact-checking à l'ère contemporaine, la version officielle qu'on nous propose, c'est il faut évaluer la véracité d'un propos. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le métier d'un journaliste. C'est-à-dire un garagiste ne s'applaudit pas s'il vous gonfle les pneus. T'as pas dans un garage, t'as pas 12 mecs, dont un qui fait que les pneus. Et tu viens pas le voir en disant putain, vous êtes quand même super. Bah oui, mais je suis garagiste, donc je gonfle les pneus, c'est comme ça. Bon, un journaliste doit vérifier la véracité de ses propos. C'est l'option de base. Vraiment, on ne déroule pas le tapis rouge si tu fais ton boulot. Tu vois, tu vas pas sucer ton boulanger s'il fait une bonne baguette. Vraiment, non. Après, tu fais ce que tu veux avec ton boulanger. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas extraordinaire de faire son travail quand c'est attendu comme tel. Deuxième point, aujourd'hui, pour présenter le fact-checking à l'heure actuelle, on nous dit le fact-checking permet d'évaluer l'impartialité et l'objectivité. C'est-à-dire, qui parle d'où ? D'où parles-tu, camarade ? C'était ce que nous disaient nos amis communistes à l'époque. Le fact-checker, non seulement vérifie la véracité des propos, mais en plus, il est capable de te faire le CV du journaliste pour voir s'il n'y a pas un truc qui coince. Donc, si le journaliste valide l'étape 1, c'est-à-dire si l'article est bon, il n'y a pas de conneries, tu ne peux pas le shipper là-dessus. Tu vas regarder la vie du journaliste. Et si une fois, il est allé à Europa Park avec ses gosses, déjà Europa Park c'est en Allemagne,
et il a commencé à manger une currywurst avec le sourire, le fact-checker peut commencer à dire est-ce que c'est pas un petit peu le Troisième Reich ? Et là, tu peux commencer à estimer l'impartialité et l'objectivité du bonhomme. Et troisième point, le fact-checker est capable d'évaluer a posteriori ou a priori l'intention d'un journaliste. C'est-à-dire, t'écris un papier pour dire, et malheureusement on l'a vu pendant le Covid, le professeur X, on va dire X, nous dit oui alors en fait le vaccin c'est dangereux, il peut y avoir des effets secondaires sur 10 ans. Ben, le boulot du fact-checker, c'est de dire c'est pas vrai parce qu'à l'heure actuelle on n'a pas observé d'effets secondaires. Ben oui mais le professeur X il a dit dans 10 ans, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans parce que là ça fait 2 heures qu'il a sorti l'article, on n'a rien. Vous avez compris l'idée, je vous refais pas la choucroute, donc le fact-checking c'est ça. Ce qui fait que quand tu regardes un peu le filtre, c'est comme, et là vous allez comprendre la métaphore d'où elle vient, parce qu'elle est chère à mon cœur, elle est même chère à saucisse. Tu vois, ceux qui ont déjà fait un peu des saucisses, des choses comme ça, un hachoir, tu sais un hachoir, tu peux changer la taille de la grille pour hacher ta viande, quoi, si tu veux. S'il y a des végétariens, tu peux faire avec des pois chiches, voilà, c'est pareil. Tu sais, la taille de la grille, elle va être plus ou moins grosse, plus ou moins large. Les espaces vont être plus ou moins larges. Mais si tu resserres la grille au maximum, à un moment donné, ça passe pas. C'est-à-dire que si ta grille, elle est pleine, évidemment que ta chair à saucisse, ça passe pas. Bon, bah, le fact-checking, c'est ça. Ils vont resserrer la grille jusqu'à que ça ne passe pas. Ça ne passe plus. Et quand tu dis que les fact-checkers sont capables d'évaluer tout ça, forcément qu'à un moment donné, tu vas trouver un truc qui coince. Quand tu peux tout regarder pour décrédibiliser un article, évidemment que tu vas tomber sur une dinguerie à un moment donné. C'est pas déconnant, si tu veux. Donc, on est vraiment dans le principe de la chair à saucisse, si j'ose dire. Ça va rester célèbre. Hashtag chair à saucisse, évidemment, sur Twitter. Donc, vous avez compris l'idée. On est de base, quand je vous dis que les dés sont pipés avec le fact-checking, on est dans une impossible quête de la vérité. C'est que vous allez scruter tellement de choses que les fact-checkers vont forcément trouver un élément qui ne va pas, évidemment. Donc, je vais pas dérouler 3 heures là-dessus, vous avez compris le principe. Du coup, on arrive au fact-checking à l'ère moderne, donc je vous parlais du Covid, on s'est quand même régalé, c'était quand même une belle époque. Je vous ai trouvé un petit best-of, tiens, qui va nous rappeler des bons souvenirs. En plus, c'est une chaîne YouTube sympa, j'avais trouvé 2-3 contenus là-dessus. C'est YoYo officiel, voilà, allez regarder, allez vous abonner, évidemment. Le petit best-of du Covid, tiens, ça va nous rappeler des choses. Et puis, il y a nos journalistes, nos fact-checkers qui sont là. Moment émotion. Les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie. De Pfizer. C'est vrai. Vous pouvez retirer votre masque et boire, ou retirer votre masque et manger rapidement. On prend une bouchée et on remet le masque. On prend une bouchée et on remet le masque. Hello. Ils restent à leur place et ils dansent à leur place. Ils n'ont pas le droit de bouger. À celles et ceux qui feront leur première dose, bien faire debout et dans l'intervalle, bien faire assis. L'alternative, je termine là-dessus, Monsieur le Président, c'est la fermeture à tout jamais. 600 000 Français qui n'ont pas reçu leur 3e dose verront leur passe sanitaire désactivé. Au revoir. On ne laissera jamais tomber personne, comme on n'a jamais laissé tomber personne pendant la crise. Vous me prenez vraiment pour un con ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est un vaccin. Demi-sec. Médicament. Je préférais un demi-doux. Vaccin médicament. C'est plus un vaccin, c'est un médicament. Olivier Véran a donc annoncé qu'on ouvrait cette 4e dose. Pourquoi ? Parce que Les personnes qui ont 2 doses n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Si on fait un 4e rappel à plus de 80 ans, la protection contre le virus est 2 fois meilleure pour l'infection et qu'on fait 4 fois moins de formes graves. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. pour diviser par 20 le risque de faire une forme grave. Par 10. Pourquoi ils en sont venus à faire la 4e dose ? Déception à ce stade, puisqu'elle serait moindre que prévu. Ça veut dire qu'il faut la 4e dose. C'est-à-dire que c'est des gens qui le réclament. Une 4e dose, 5e dose, 10e dose. Ils demandent leur 4e dose. Il y a 4 milliards de terriens qui sont vaccinés post-test. 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 La question est, comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas ? C'est dans le business plan pour atteindre des millions de morts.
Many of your medicines, we know from the COVID vaccine, very effective. Logistics. Il est excellent ce best-of. Vraiment, ça nous rappelle les belles choses. Ça nous rappelle les belles choses. Enfin, des belles choses. Je m'entends, évidemment. Les amis. Alors, sur le Covid, on va pas remonter toutes les conneries des fact-checkers. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Et justement, je vais avancer sur le sujet le plus brûlant. On va dire le sujet le plus brûlant. En rappelant les financements, je vous le disais tout à l'heure, sur Conspiracy Watch, on rappelle quand même, et je vous montre la fiche Wikipédia, mais aujourd'hui c'est malheureusement sourcé, il y avait eu Amélie Smiley, si je dis pas de conneries, qui avait fait un super boulot sur le financement de Conspiracy Watch. On lui fait un bisou évidemment, donc vous pouvez aller regarder son travail bien sûr. Et quand je vous disais que les fact-checkers sont une supercherie sur la question même des financements, Conspiracy Watch, on le comprend dès le départ, hein, c'est ici. En 2017, la Fondation pour la mémoire de la Shoah apporte son soutien à l'Observatoire du conspirationnisme. Ce financement permet de rémunérer le travail de Rudi Reichstadt, exercé bénévolement auparavant. Il quitte alors son poste à la mairie de Paris et travaille dorénavant en tandem avec Valérie Higounet, historienne spécialiste du négationnisme de l'extrême droite. Donc, tu vois, il y a toute cette histoire de pognon. Il y a eu évidemment l'affaire du fonds Marianne. Et là encore, l'affaire du fonds Marianne démontre que le fact-checking est une supercherie. Un journaliste ne peut pas recevoir de l'argent de la part d'un donneur d'ordre, y compris privé, y compris un État. Et d'ailleurs, encore moins un État. Donc, là-dessus, c'est assez clair, on va pas radoter là-dessus. Mais arrive l'affaire Epstein. Là, on est dans l'actualité la plus brûlante, comme dirait Jeanne d'Arc, on est en plein là-dedans, l'actualité la plus chaude. Et l'affaire Epstein nous révèle quelque chose qui va au-delà de ça. C'est-à-dire, on est chez Juste Milieu, vous connaissez la maison, vous connaissez l'esprit. Je pourrais vous dire, les fact-checkers sont des bœufs, circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais au fond, les fact-checkers, c'est comme dans Star Wars. T'as besoin de l'Empire pour que ça fonctionne. T'as besoin d'un équilibre entre le bien et le mal. Alors, selon le côté dans lequel t'es le bien ou t'es le mal, ça dépend. Il y a besoin d'un équilibre. Et les excès des fact-checkers, les excès incarnés par le fact-checking, répondent à d'autres excès qu'il y a en face. Et l'affaire Epstein nous le démontre parfaitement. On n'est pas là pour compter les points, dire qui a raison, qui a tort, mais vous allez comprendre que, en tout cas selon moi, la problématique va au-delà de la seule question du fact-checking, et ce serait trop facile de dire le problème, c'est eux. Alors, commençons avec l'affaire Epstein. Donc, le contexte, vous le connaissez, l'une des plus grosses théories du complot depuis 30 ans, qui devient un petit peu officielle, parce que 3 millions de documents déclassifiés. Alors, rappelons quand même qu'on a 3 millions de documents sur 6 millions, au total, 3 millions de documents déclassifiés, énormément caviardés. Il y a beaucoup de suppositions, mais la base même de toutes ces révélations, elle est quand même fragile. Et comme je le dis, je maintiens en tout cas un peu cette position, on n'apprend pas énormément de choses avec ces 3 millions de documents. On apprend des ramifications peut-être plus larges que prévu, mais ceux qui ont suivi l'affaire Epstein assez sérieusement, n'apprennent pas grand-chose. On a des noms qui se rajoutent, mais qui de toute façon vont être difficiles à poursuivre. On a des rumeurs, on a des choses comme ça, mais on voit bien qu'on nous donne ce qu'on veut bien nous donner. Donc c'est un élément très important, vraiment, et je vous spoil un peu la fin de la vidéo, mais pour pas faire de faux suspense, n'oublions pas que ce que nous disons, ce que nous entendons dans tous les médias aujourd'hui sur l'affaire Epstein, c'est sur la base de révélations qui restent hautement contrôlées. Le service de la justice aux États-Unis a déclassifié ce qu'ils ont bien voulu déclassifier. Et il y a combien de parties qui sont caviardées, de noms et d'éléments très importants. Donc là-dessus, je pense qu'il faut quand même rappeler que c'est supposition contre supposition. Personne ne détient la vérité. Et c'est pareil avec le Covid. Rappelez-vous à l'époque sur les effets secondaires, vous aviez d'un côté les anticomplotistes, on va raisonner par grande case, les anticomplotistes qui nous disaient les effets secondaires à long terme n'existent pas. Les complotistes disaient, je le dis, voilà, c'est les grandes cases, les complotistes disaient les effets secondaires ça existe, mais au fond, personne n'avait vécu le futur dans 5 ans pour dire ça de manière assurée, de manière pure et parfaite, entre guillemets. Donc, ce combat complotiste-anticomplotiste, comme souvent, c'est à celui qui réussira à faire passer sa supposition, son idée, son biais, comme une vérité, parce que acceptée par le plus grand nombre. Donc le duel complotiste-anticomplotiste, ça a toujours été ça. Une vérité absolue qui s'impose à tout le monde. C'est clair, on en connaît plein, ça marche, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de complotistes ou de gens présentés comme complotistes qui te disent « Bon bah non, en fait, le temps
ça n'existe pas, ou je sais pas, 1 mètre, ben moi je considère c'est 12 km, tu vois. T'as pas beaucoup de gens qui te disent ça. T'as des vérités partagées par tout le monde. Bon ben voilà, Sarkozy il est petit, bon ben, t'as pas de complotistes qui viennent te dire en fait il fait 3,20 m, c'est une illusion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois il y a des choses qui sont acceptées par tout le monde et ça roule. Mais le problème d'une théorie du complot, c'est que vous avez 2 visions opposées et chacun prétend que sa vision est la plus vraie en l'état des connaissances. Donc c'est pour ça que ce duel-là, en fait, il n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de se revendiquer plus d'un camp ou plus d'un autre. On est dans un match à celui qui imposera sa vision des choses. Donc sur l'affaire Epstein, on est en plein dedans. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a plus que 2 équipes. Là, anti-complotiste, c'était le Covid, c'était avant. Là, on est passé à l'étape d'au-dessus. Je vais vous montrer que même dans le camp dit anti-complotiste, ils sont pas tous d'accord entre eux. Donc on commence avec Tristan Mendes France. J'ai plein de séquences, plein de séquences sur l'affaire Epstein. Tout a eu lieu ces derniers jours. Tristan Mendes France qui se fait secouer sur un plateau de France 5, dans l'émission C'est ce soir. Comme quoi, vous allez voir, ils sont loin d'être d'accord entre. Tristan Mendes France commence à se faire secouer, même sur des plateaux des médias mainstream. Donc le pauvre, ça l'a choqué. Et ça, c'était le 6 février, ce que je viens de vous montrer. Le 8, et vraiment, regardez, hein, c'est le compte LCI officiel Twitter. Le 8, Tristan Mendes France, il était sur LCI pour parler des ovnis. Alors ça, j'ai pas compris. On a l'impression finalement que la classe politique française fantasme un peu moins sur tous ces sujets d'ovnis, d'espace et d'extraterrestres. Bah oui, il y a un gap culturel, hein, clairement, entre l'Europe et les États-Unis. D'abord, bon, effectivement, il y a toute une littérature. Voilà, parce qu'en fait, il est expert de tout. Donc il s'est recyclé. Il s'est dit, bon là, Epstein, c'est foutu, je vais aller sur les ovnis. Donc vraiment, voilà, sans honte. Toute honte bue, comme on dit. Dans la catégorie mainstream, on a également eu Thomas Snegarov, donc qui est un peu le cousin de Thomas Guénolé. Ils partagent le même prénom. Lui, sur France Inter, il nous a expliqué qu'en fait l'affaire Epstein, c'était pour protéger Trump. Écoute. Ordonné par le Congrès américain, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus de Donald Trump. Oui, c'est le paradoxe, c'est peut-être aussi l'explication de ce qui se passe. Le paradoxe, c'est en effet que Trump, même pendant sa campagne, et même avant, n'a cessé de dire « il faut révéler, je suis l'homme qui révèle les secrets c'est l'apocalypse, celui qui révèle les mensonges que l'État profond protégerait pour empêcher les citoyens d'avoir accès à une vérité révélée qui serait celle, finalement, de la véritable démocratie. Le truc, c'est que, en effet, la révélation montre qu'il est très présent. Et si je dis que c'est aussi l'explication peut-être, c'est que Todd Blanche, qui révèle les 3 millions de pages d'un seul coup, a peut-être, et c'est ce qu'on évoque ensemble aujourd'hui aux États-Unis beaucoup, la stratégie de noyer Donald Trump dans un immense océan de révélations qui fait qu'en effet, Donald Trump apparaît comme l'un d'eux, pas forcément central, pas forcément celui dont on parle le plus, et ça a été évoqué tout à l'heure, mais le 26 et le 27 février, il y a les 2 meilleurs ennemis de Donald Trump qui vont témoigner sûrement en public, les Clinton, Bill et Hillary Clinton, ce qui permet aussi de basculer du côté démocrate. Voilà, donc Thomas Snegarov te dit en fait c'est pour protéger Trump, donc encore une autre grille de lecture qu'on entend dans les médias mainstream. On a Sophia Aram, alors humoriste au départ, Sophia Aram, qui porte très bien son nom, parce que c'est vrai que je l'ai entendu faire des réflexions. Aram tout ce qu'elle peut quand même, hein. C'est la Tony Estanguet de l'humour mainstream, hein. Et elle nous a dit en fait l'affaire Epstein, c'est antisémite. Écoutez, encore une autre version mainstream. L'affaire Epstein, ou Epstein, enfin Jeffrey quoi, parce que visiblement, même ça fait débat. C'est 3 millions de documents, des centaines de victimes mineures, une foule de personnalités du monde politique, des affaires ou du show business éclaboussé. Bref, tout y est. Epstein est riche, influent, puissant, pervers et pédocriminel. Il a bénéficié d'une impunité hallucinante et de complicité à tous les niveaux avant de déchoir. Puis de mourir dans sa cellule, dans des circonstances troubles, ce qui permet à certains de mettre des guillemets à sa mort. Bref, c'est un scandale d'une ampleur phénoménale, et le point G absolu sur lequel s'excitent tous les timbrés de l'époque. Pour faire mieux, il faudrait que Marc Dutroux obtienne la garde du petit Grégory et se lance dans un élevage de pangolins, à Outreau, avec la complicité d'Émile Louis, reconverti dans le bitcoin. Tout y est, et plus encore, puisque cerise sur le gâteau, Epstein est juif, ce qui est un peu le numéro complémentaire ou l'accélérateur de particules sans lequel vous n'arriverez jamais à mobiliser les monomaniaques de l'obsession reine de l'époque.
Voilà, donc autre grille de lecture, je vous propose tout. Après, j'ai pas dit que ça, c'est la vérité officielle, mais c'est compliqué. On a Ruth Elkrieff, alors elle qui nous dit, en fait, ça n'a rien à voir avec le Mossad. Voilà, ça c'est Ruth Elkrieff qui nous dit ça, écoutez. On choisira sa prononciation, c'est que c'est un scandale hors du commun. Il est international, il touche de nombreuses personnalités du Gotham mondain, de la politique, de la finance, mais c'est aussi une bombe à fragmentation pour notre démocratie. Et donc ça m'inquiète parce que je dis attention à ne pas tout mélanger, attention à ne pas se faire manipuler justement. Parce que comme il y a des millions de documents, il est facile de mettre tout le monde dans le même panier. Et ceux qui évidemment nourrissent le complotisme et le fameux tous pourris. Et puis on voit que ces informations, elles sont utilisées déjà dans de nombreux pays par les uns ou les autres pour cibler leurs opposants, leurs adversaires, sans distinction, sans vérification, sans analyse. Bon, je vous donne un tout petit exemple quand même. C'est en France, regardez, Marie Gégaud, qui est une spécialiste de la Russie, qui dit l'affaire Epstein, il entretenait des liens étroits avec des oligarques russes et jouait un rôle de facilitateur entre réseau d'influence, affaires et méthodes de chantage. Et la députée LFI Obono qui dit vous avez mal orthographié Israël. Donc il répond au constat d'une spécialiste de la Russie en lui disant non, c'est Israël qui a manipulé. Bref, vous voyez, ça vous avez dit Russie, vous auriez dû dire Israël. Voilà. Epstein est un agent du Mossad qui cherchait à impliquer la terre entière. Voilà, mais ça c'est tous les jours, toutes les secondes. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Assez long, hein, parce que je vous l'ai dit, ils ont tous des versions différentes. Alors, il y en a un, le dernier des Mohicans, et je suis allé chercher ça parce que il me manque, hein, je vous le dis, il me manque, c'est Julien Pain. Bah oui, dans les mousquetaires de la connerie officielle, Julien Pain, il est sur Twitch. Apparemment, il se fait chier. Hein. Il est sur Twitch et Juju. Alors lui nous a fait une émission intitulée en toute légèreté. Hein, vraiment, je pense qu'il n'a pas appris. Il n'a pas appris de ses erreurs passées, mais bon, c'est la vie. Hein. La vie ne m'apprend rien. Bon, voilà, Balavoine, hein. Qu'on embrasse évidemment. Julien Pain nous a fait une émission qui s'appelle Epstein Files, ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà, c'est que on va l'écouter 30 secondes, c'est la vérité. Et puis il te le dit, il te le présente comme tel. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez posé la question, mais moi, je pensais plus qu'il était directeur de l'Institut du monde arabe, Jack Lang. C'est-à-dire que Jack Lang, il a quel âge ? Il a plus de 80 ans. Et quand je dis plus de 80 ans, je me demande s'il a pas 90 ans, 84 ans, Jack Lang. Attends. Jack Lang, il est né en 1939, Jack Lang. Donc il a 75... Attends. Bon, alors, c'est vrai que cette séquence, elle est assez catastrophique parce que ça nous démontre que Julien Pain ne sait pas chercher sur une fiche Wikipédia. Parce que l'âge des personnes sur Wikipédia, il est marqué en dessous de la photo. Donc c'est ces mecs-là qui te disent la vérité, faites vos recherches. Bon, arrêtons le massacre. J'ai également Conspiracy Watch qui nous a fait une émission avec une autre lecture de la vérité officielle. Et là, c'est Rudi Reichstadt qui a tenté quand même un double axel un peu compliqué de dire c'est pas des victimes dans l'affaire Epstein, c'est des plaignantes. Enfin, je vous mets l'extrait, je vous laisse regarder. Finalement, une partie de la complosphère, voire toute la complosphère mondiale, qui dit finalement, on avait raison, il y a bien une affaire Epstein. Mais non, mais tout ça, c'est la preuve que ce réseau existait et que Epstein entretenait un réseau criminel mondial. De quoi parle-t-on quand on parle de l'affaire Epstein ? Quand on parle de l'affaire Epstein, on parle d'une affaire qui a éclaté en 2005. Il faut attendre les procédures, il faut attendre que la justice passe, le cas échéant. Tu parlais tout à l'heure de victimes. Moi, je serais, pour être tout à fait précis, je parlerais de plaignants ou de plaignantes. Parce que le statut de victime, il est avéré au terme d'une enquête et d'une vérité judiciaire. Donc, les gens peuvent considérer qu'ils ont été exposés, soumis à des abus, tant que ça n'a pas été jugé et retenu par la justice, c'est pas un fait avéré. Voilà, donc je comprends, et on est à une époque où il faut entendre et accueillir la parole des victimes, des gens qui estiment qu'ils ont été victimes, mais encore une fois, faisons attention. Strictement parler, objectivement, on parle de plaignants. Je me sens comme un agneau. Voilà, là, bon, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure, je vais pas vous mentir. Bon, on avait eu, rappelez-vous, la séquence Latron Chambier et Julien Pain qui nous disent si les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. On s'en rappelle. Là, maintenant, c'est si la justice ne reconnaît pas ce que tu as dit, c'est que ça n'existe pas. C'est-à-dire que, alors, si on suit la logique, je viens de vous mettre l'extrait.
Tu t'es fait voler ta bagnole. Si la justice estime qu'on t'a pas volé, c'est que ta bagnole n'existe pas. Et alors, comment t'es venu au boulot la veille ? Là, là, ça devient de la physique quantique de fact-checking. C'est-à-dire que c'est la vérité quantique. C'est que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est si le juge a pas dit c'est vrai, ça n'existe pas. Voilà. C'est pas facile. Hein. Je sais que c'est pas facile à concevoir, mais c'est notre ami Rudi Reichstadt qui est en perdition. Parce que la séquence a été repartagée par Idriss Aberkane et Rudi Reichstadt a fait un tweet, hein, il s'accroche un peu aux branches, il a dit « Je n'ai jamais prononcé ni écrit cette phrase, elle reflète l'exact contraire de ce que je pense. Pour nous salir et exciter la meute contre nous, les menteurs comme Aberkane inventent des citations de toutes pièces. » Voilà, et après il explique que bon, ils ont parlé de l'affaire Epstein sur Conspiracy Watch, hein, ça c'est vrai, hein, c'est bon, ce qui n'a pas grand chose à voir, mais il a dit un procès d'intention kafkaïen mais fait depuis quelques jours concernant un passage de 2 minutes de cette vidéo hors de tout contexte. Je m'en suis expliqué la semaine dernière sur YouTube car à la réécoute cela nécessitait en effet une explication. Donc il s'est auto-fact-checké, ce qui est quand même une première dans l'histoire du chat de Schrödinger. C'est la première fois. C'est la première fois. Le mec s'est auto-fact-checké, c'est du jamais vu. Et voilà, tu vois, là il nous dit « Pour que l'on me comprenne encore mieux, je dois préciser qu'au moment où je prononce ces mots, j'ai à l'esprit un document qui a abondamment circulé au cours du week-end dernier relatif au témoignage indirect de ce qui est présenté comme une victime prétendue d'Epstein. Un document partagé en particulier par l'activiste négationniste Hervé Ryssen, dans lequel on trouve des accusations de sacrifices rituels, d'infanticide et de coprophagie, ainsi que l'implication dans tout cela de l'ancien président américain George Bush Senior. Bref, des assertions graves et extraordinaires qui à ce jour ne sont en rien corroborées par les différentes enquêtes. Telle est la raison pour laquelle je crois devoir rappeler à ce moment-là les précautions dont on doit entourer notre parole lorsqu'on utilise le mot victime. » Voilà. J'ai lu le truc de Rudy, hein. Donc vous avez vu, je suis impeccable. Je peux être recruté chez Conspiracy Watch, hein, si vous voulez. Hein. Je suis chaud. Hein. Et en plus, j'ai que ça à foutre, donc à mon avis, on va pas se fatiguer, donc je suis chaud. Donc là, tu dis, Rudy, après le fact-checking, nous invente le fact-checking quantique. Bon, il s'enfonce. On va pas se mentir, il s'enfonce. Et puis, il y en a un autre, et qui nous offre presque une piste de conclusion. Il y en a un autre qui s'est éclaté la gueule, c'est la Tronchambier. Aïe, 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 aïe. Notre ami à Sermandax, la Tub, on sait plus comment il faut l'appeler, appelons-le Thomas Durand, parce qu'il s'appelle Thomas Durand, qui nous a fait un papier sur son site, hein, La menace terroriste, qui est sympa, si vous voulez vous fendre la gueule, c'est sympa. Il a écrit « Epstein, 7 fois les complotistes avaient raison ». Et donc, ça nous fait une transition avec ce que je voulais vous dire juste après, de prudence, ça donne pas forcément raison aux complotistes, on va voir pourquoi, on va essayer de creuser, mais l'ami La Tronchambier nous fait un article qui est un sommet de position d'autorité, d'exagération anticomplotiste, tout ce que vous voulez, il y a tout. Il y a tout. Je vous lis quelques petits passages parce que j'ai vraiment trouvé ça bluffant. Quelques petits passages, hein, et allez lire l'article évidemment en entier. Hein. Dans la littérature scientifique, les théories du complot ne sont pas des conjectures qui attendent d'être confirmées par des faits. Elles sont définies comme des explications de phénomènes supposés, impliquant des acteurs puissants conspirant en secret, mais sans procédure de vérification partagée. Ainsi, un article de synthèse en psychologie cognitive note que les individus qui adhèrent à de telles théories n'y croient pas parce qu'elles seraient confirmées, mais en raison de mécanismes cognitifs sous-jacents tels que la tendance à percevoir des schémas inexistants ou le biais de confirmation. Il y a un autre passage qui est extraordinaire, je trouve, qui résume à peu près tout, qui est ici, le biais de confirmation et le complotisme. Un point fondamental a besoin d'être rappelé parce qu'il semble échapper aux commentateurs médiatiques de 2026. Les faits confirment toujours la mécanique narrative complotiste. Non pas parce que ces narratifs seraient le résultat d'un raisonnement fondé, mais pile au contraire parce que c'est un cadre interprétatif qui absorbe toute information disponible. Et un autre passage, le complotisme ne consiste pas à enquêter, mais à reproduire du narratif en flux tendu. C'est une mécanique métabolique, il absorbe n'importe quel fait brut, le digère par le biais de confirmation et rejette une version qui conforte systématiquement son importance narcissique, je savais. Alors, le dernier paragraphe que je viens de vous lire, il est passionnant parce que vous remplacez complotisme par anticomplotisme et c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, c'est comme le cocktail, tu sais, le Moscow Mule, là. J'aime bien Moscow Mule. Bon, tu mets du gin, tu mets de la vodka, c'est pareil, c'est bon, c'est sympa, avec modération, voilà, évidemment. Donc, vraiment, on a Rudy en perdition, on a la Tronchambier en perdition. Et j'insiste, c'est pas une perdition individuelle, c'est pas ces gens-là qui sont sûrement des gens sympathiques, c'est pas tant le sujet, c'est juste une démarche
d'un camp contre un autre. Et vous ne pouvez pas perdre le match. Donc il faut continuer à jouer. Vous allez critiquer l'arbitre, vous allez critiquer la météo, vous allez critiquer les spectateurs. Vous ne vous avouez pas vaincu. Et donc, tout ce que je viens de vous montrer dans les réactions du camp mainstream, si on prend cette classification-là, est à mettre en regard des réactions dans le camp complotiste. Parce qu'on est chez Juste Milieu, et je ne vais pas égratigner un camp plus qu'un autre. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle de l'affaire Epstein, et plusieurs jours que je vous dis ça. Dans le camp dit complotiste, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Les réactions de « on a gagné, on avait raison », les réactions de récupération opportuniste, où en fait certains vont dire « l'affaire Epstein c'est un scandale, la pédocriminalité c'est un scandale », alors qu'ils ont été bien silencieux sur l'affaire Morandini quelques jours plus tôt, dans le contexte de la lutte contre la pédocriminalité en tant que logique d'ensemble. Ceux qui sont des proches de Jack Lang, qui ferment leur gueule mais qui condamnent quand même l'affaire Epstein, ceux qui instrumentalisent l'affaire Epstein pour jouer aux enquêteurs internationaux, en demandant des dons. Tous ces trucs-là, ça vaut pas mieux. En vérité, ça vaut pas mieux. On est dans une instrumentalisation des faits, en tout cas tels qu'ils nous sont révélés aujourd'hui, où chacun joue sa partition en espérant faire le plus d'audience, en espérant racoler le plus de pognon, parce que je crois que certains n'ont pas de leçons à donner sur le Conspiracy Watch. Donc, on voit bien que cette logique de camp contre camp, elle révèle un peu les failles de tout le monde. Et quand je dis ça, je fais pas des leçons, je joue pas au chevalier blanc. Moi aussi, je vous dis à longueur de journée que j'ai pas trop envie de parler de l'affaire Epstein tout le temps. Je le fais, ça fait beaucoup de vues, on a pété des scores, ça fait de la monétisation YouTube. Donc, je me le mets aussi dans la gueule, le constat que je fais sur la partie complotiste, je me le mets dans le museau parce que au fond, je fais le malin à vous dire oh nanana, faut pas instrumentaliser. Là encore, je vous en reparle. Donc là encore, il y a des gens qui vont venir sur cette vidéo en pensant entendre un truc sur l'affaire Epstein. Donc j'essaie de questionner mon nombril avant de donner un avis. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit dans cette guéguerre qui nous rappelle le temps du Covid, où en vérité chacun veut imposer son récit à la lumière de faits disponibles, à la lumière des éléments qu'on nous a donnés, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont caviardés, qui sont maîtrisés. Donc tout le monde base des raisonnements sur du sable, en vérité. Bon, c'est à celui qui va parler plus fort, c'est à celui qui va gueuler, c'est à celui qui va imposer sa vérité au plus grand nombre pour que cela devienne une vérité officielle. Jusqu'à présent, les fact-checkers avaient les médias dominants, ils avaient, on va dire, le plus grand nombre avec eux. Et là, le camp des complotistes, c'est plutôt ça qu'il a gagné. Il n'a pas gagné sur les faits, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est dans une impossible quête de vérité. Celui qui me dit, avec les documents Epstein, les 3 millions déclassifiés, ça y est, on sait tout. Non. Les gars, vous savez ce que le ministère, ce que la justice américaine a bien voulu vous montrer, tout ça avec beaucoup de choses caviardées. Non, vous savez pas la vérité, attention, on peut pas baser un raisonnement là-dessus. Donc ça me fait peur, c'est-à-dire que complotiste comme anti-complotiste, tout le monde est dans une quête impossible de vérité. C'est que vous n'avez pas raison sur le réel. C'est votre accès au réel qui est différent. Certains vont avoir un accès plus pertinent ou pas, certains vont interpréter le réel d'une manière X ou Y qui à un moment donné sera ajusté avec le réel ou pas. Mais vous n'avez pas raison. C'est pas ce que vous avez dit qui modifie l'ordre du réel. C'est ce que je veux dire. Et ça marche pour les complotistes comme pour les anticomplotistes. Donc, je trouve ça assez fou, en fait, ce combat qui continue. Ce combat où on voit tout le monde dans la surinstrumentalisation des anticomplotistes qui te disent « Non, mais les complotistes sont des salauds, de toute façon c'est Poutine, de toute façon c'est machin ». Et puis de l'autre côté, des gens jugés complotistes qui font pas mieux. Je veux dire, on veut nous dominer, on veut nous censurer, on veut nous faire taire, et tu fais 14 vidéos par jour. Je veux dire, on n'est pas sérieux en fait. Tout ça n'est pas très sérieux. Mais pendant le Covid, c'était pareil. Pendant le Covid, c'était la même chose. C'était la domination de Macron qui veut nous faire taire. Oui, en fait, ça a duré 4 ans. Pendant 4 ans, t'as dit il veut nous faire taire, et t'es toujours là. Donc, cette guéguerre-là, je la trouve pas très passionnante. Ce qui est intéressant, c'est de l'observer avec un pas de recul et se rendre compte que cette guerre des clans, elle ne sert l'intérêt de personne. Elle ne sert l'intérêt d'absolument personne. Et le gros de la troupe, les citoyens qui se retrouvent au milieu, se disent « Mais attendez, en fait, j'ai 2 camps d'hystériques face à face. » C'est-à-dire que tout le monde prétend avoir raison sur la base de faits que personne n'est foutu de m'expliquer convenablement. Et je dois adhérer à un camp comme on adhérerait à un club de foot parce que les maillots sont plus jolis d'un côté ou la pelouse est meilleure de l'autre côté. Enfin, c'est ce qui me rend assez fou. C'est que ce qu'on observe aujourd'hui, dans cette histoire de
les complotistes avaient raison. Je vous dis pas que c'est une mauvaise nouvelle. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas avoir raison. C'est juste que leur version aujourd'hui, la version dite complotiste, touche le plus grand nombre de gens. Avec la déclassification des documents, des centaines de milliers de Français qui s'intéressaient pas trop à l'affaire Epstein ou autre, aujourd'hui voient que cette affaire Epstein, elle existe, parce qu'il y a des documents déclassifiés. Donc, c'est pas que les complotistes ont raison, c'est que leur discours, la thèse défendue depuis longtemps pour certains, est aujourd'hui en adéquation avec ce que pense le plus grand nombre. Et c'est ça, au centre du combat entre les complotistes et les anticomplotistes, quel que soit le sujet, c'est le fait d'avoir une position dominante auprès du grand public. Vous verrez que demain, la question des effets secondaires liés à l'injection Covid-19, si dans 10 ans, il y a une étude d'un super truc américain, des milliers de scientifiques ont travaillé, les effets secondaires, c'est officiel. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un choc, mais ça va pas rendre les effets secondaires plus vrais. Ça va juste permettre à cette information, à ce réel, si tant est que ce soit prouvé, d'accéder au plus grand nombre. Donc ce sera la version dominante. Et à partir de là, les anticomplotistes vont la fermer. Mais vous prenez sur le dossier ukrainien, ce sont les anticomplotistes qui gagnent. C'est pas qu'ils ont raison, c'est que leur version, pour l'instant, est celle qui est acceptée par le plus grand nombre. Donc, c'est ce qui me rend fou dans cette guerre des clans, c'est qu'en fait, tout le moindre citoyen un peu honnête qui a envie de dire, bah tiens, je réfléchis, voilà, moi je veux juste avoir accès à des trucs à peu près cohérents, que je peux comprendre, ben en fait, il se fait gangbanger par des camps d'hystériques qui lui disent « Non, c'est nous les meilleurs, vas-y, viens, nous on veut nous faire taire, bah nous c'est Poutine, il veut nous faire taire, ah bah nous c'est Macron, ah bah nous faites des dons, ah bah nous c'est Conspiracy Watch ». Enfin, si on se met au milieu, tu dis c'est délirant, en fait, c'est délirant. Vous êtes tous des tarés, en fait. Donc, là-dessus, ce que je trouve intéressant, la vraie victoire, pour moi, ce que je trouve vraiment chouette, qui me semble très important à souligner, c'est que on a une démonstration de comment se construit une vérité aujourd'hui. Comment se construit, en tout cas, un discours accepté par le plus grand nombre. C'est ce que je trouve vraiment positif dans cette affaire Epstein, c'est qu'on comprend que ce qui est tenu pour vérité, c'est juste un basculement entre une version acceptée par le plus grand nombre et une version qui n'est pas acceptée par le plus grand nombre. Mais ce qui ne modifie pas le réel, ça change pas. Les documents Epstein, ils existaient avant d'être déclassifiés. Ils existaient avant que BFM en parle. Mais ce qui est fou, c'est que la déclassification que certains avaient un petit peu annoncée, les enquêtes, notamment l'enquête de Anthony Howard, je crois il s'appelle, qui a été publiée chez Les Liens qui libèrent, mais il y a 4-5 ans maintenant, cette enquête-là dit beaucoup de choses, des documents qui ont été déclassifiés. Il y avait beaucoup de théories qui se basaient sur tout ça. Et bien la déclassification des documents, c'est comme si ça devenait vrai d'un coup. Officiellement, paf, on a mis le tampon. Mais c'est pas qu'on a mis le tampon, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu, ok d'accord, document déclassifié, ça veut dire ça valide telle théorie. Et c'est ce que je trouve dingue, c'est que cette affaire Epstein nous démontre comment on peut construire une vérité. Eh ben, il suffit simplement de l'acceptation du plus grand nombre. Quand bien même vous racontez des conneries. Quand bien même vous racontez des conneries, dans un sens comme dans l'autre, ce que vous dites va devenir vrai si le plus grand nombre y accède. Si en tout cas, dans votre communauté, il y a un accord dominant pour dire que c'est vrai. Quand bien même vous racontez des conneries. Donc vous pouvez vous dire, le Kremlin menace LCI, Macron veut nous faire taire. Vous pouvez dire n'importe quelle connerie. Si parmi les gens à qui vous vous adressez, le plus grand nombre est d'accord avec vous, ça devient vrai. Donc la construction d'une vérité à l'ère moderne, c'est ça. On a une démonstration philosophique, mais qui fera date, hein, avec la déclassification des documents de l'affaire Epstein. Je trouve qu'on est absolument là-dedans. Et je vous parle de l'affaire Epstein, mais ce sera pareil avec les effets secondaires, sans nul doute, quand ce sera démontré et accepté par le plus grand nombre. Ce sera pareil avec l'Ukraine, ce sera pareil avec toutes les théories du complot, en tout cas théories dites du complot. Quand il y a une déclassification de la vérité, si j'ose dire, eh bien la version dominante l'emporte. Mais c'est pas plus vrai, c'est pas moins vrai. Donc je voulais vous parler de ça, je trouve ça passionnant et ça nous ramène à ce qu'est le fact-checking, on revient à l'introduction. Finalement c'est un outil en vue de la vérité. Le fact-checking est un outil pour choisir quelle vérité officielle on va imposer, pour orienter les esprits, orienter la version officielle. Et c'est une sorte d'argument d'autorité sur pattes. Donc je voulais finir sur la conclusion d'une certaine manière et vous dire ça, mais en appelant vraiment à ne pas se leurrer non plus. À ne pas se leurrer non plus et à pas surjouer ce côté de on avait raison, ce côté de c'est la vérité. Vous savez, chez Juste Milieu, pareil, je fais les grandes leçons, moi aussi j'en ai dit plein des conneries. Il y a plein de moments où je me suis pris pour une autorité morale à vous dire là c'est sûr, là c'est vrai, là c'est machin, là c'est bidule. L'esprit c'est pas celui-là, essayons d'être un peu à l'aise avec tout ça, de comprendre qu'au fond,
Toutes ces histoires-là déjà nous rappellent que la vérité est jamais parfaitement accessible et qu'on est tous un peu biaisés par quelqu'un, même des gens qu'on aime bien. Et si vraiment vous sentez dans des discours que je peux tenir que ça peut vous biaiser dans vos idées, dans vos réflexions, dites-le, c'est super important qu'on en parle et que je fasse gaffe aussi à ça, parce qu'on voit à quel point c'est complexe toutes ces histoires-là. Donc voilà sur ce sujet les amis. Est-ce que le fact-checking est mort pour répondre à la question ? Je pense pas, mais ce que nous apprend la situation actuelle, c'est qu'au fond, ce qu'on reproche au fact-checking, tout le monde peut s'en rendre coupable, et que cette histoire-là n'est qu'une guéguerre pour qui imposera sa vérité officielle. Anti-complotiste, complotiste, même combat, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et il y a vraiment, ça nous rappelle ça, mais on l'avait vu pendant le Covid, on l'a oublié, et aujourd'hui on est prêt à retomber dans ces mêmes pièges d'une guéguerre pour la vérité. Donc voilà, ça nous fait une piqûre de rappel, si j'ose dire. Voilà, quoi de mieux pour finir là-dessus. Voilà les amis, 18h36, on a fait une belle émission, quasiment 2 heures d'émission les copains. Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord sur tout ça, bien sûr. Il y a Féanor 3873 qui dit: pour moi, point sombre factuel dans cette histoire, c'est son suicide, les vidéos qui ne fonctionnent plus ce soir-là, la trace de strangulation incompatible avec des draps noués, l'oubli de vérification chaque 30 minutes des 2 gardiens. Complètement d'accord. Et tu vois, ça c'est indépendant de la déclassification, quand on en parle. PVPK, je dis, il faut attendre quelques mois, le temps que le vrai travail de journalisme sur ce sujet soit terminé. Mon PVPK, c'est parfait parce que tu m'offres un exemple nickel de ce que je viens essayer de démontrer. C'est-à-dire, ce que t'appelles vrai travail de journalisme, c'est la démonstration d'une position subjective. C'est-à-dire que le vrai travail de journalisme, tu vas considérer que c'est un média X, un média Y, alors moi je vais considérer que c'est un média Z. Et le piège, il est précisément là, à mon avis en tout cas. C'est qu'il n'y a pas de vrai travail de journalisme. Il y a un travail de journalisme auquel tu adhères, avec lequel tu es d'accord ou pas. Et ce qui ne rend pas ce travail faux, qu'on soit bien d'accord, mais tout travail de journalisme est nécessairement biaisé. Le journaliste n'est pas là pour dire la vérité, il est là pour relater des faits observés. Et c'est vrai que c'est un rappel qui est important, mais le journalisme est subjectif par nécessité, par nature. Demain, je vous prends cet exemple-là à chaque fois, mais demain, il y a un accident de bagnole, on est tous ensemble dans la rue, on est 10, on voit le même accident de bagnole, la police vient nous interroger, on va pas raconter la même chose. On aura 10 versions différentes. Pourtant, le réel se sera joué devant nos yeux à tous. Mais on aura une façon de le raconter qui sera différente. Et le journalisme, c'est ça. Donc, ne tombons pas, à mon avis, dans ce piège-là. Mais ça, c'est toujours les réflexions qu'on a déjà eues beaucoup de fois pendant le Covid. Et ça continue parce qu'on retombe dans les mêmes pièges. Donc voilà.